1924. Une jeune fille fait une découverte extraordinaire au fond de la jungle d'Amérique centrale. Un crâne en cristal de roche magnifique, taillé dans un seul bloc de quartz très pur. Anna Mitchell Hedges est catégorique. Ce crâne a des pouvoirs magiques. Elle affirmait qu'en fixant l'orbite gauche, on pouvait voir l'avenir. Certains racontent que ce crâne de cristal appartient à une ancienne légende. 13 de ces crânes de cristal seront un jour réunis pour ne former plus qu'un et nous dévoileront quelques-uns des plus grands mystères de la vie. Uniquement si nous sommes prêts moralement à les recevoir. Quelques crânes auraient déjà été découverts. Un à Londres, un à Paris et un autre à Washington. Quelle est la part de vérité dans la légende des 13 crânes de cristal? Des recherches scientifiques récentes nous permettent aujourd'hui de révéler l'étonnante vérité qui se cache derrière l'histoire d'Anna Mitchell Hedges et la légende des 13 crânes. Est-il vrai qu'ils seront à l'origine d'une nouvelle aube de l'humanité et sauveront notre planète d'une fin apocalyptique? L'histoire des crânes de cristal commence avec le père adoptif d'Anna, Frédéric Albert Mitchell Hedges, un explorateur aventurier et autodidacte dont la vie aurait, paraît-il, inspiré le personnage d'Indiana Jones au cinéma. Né dans le Londres victorien de 1882, Mitchell Hedges entre comme commis à la Bourse de Londres à l'âge de 16 ans. Il ne s'y attardera pas. Quelques années plus tard, il embarque pour New York, travaille à Wall Street et s'enrichit rapidement. J'avais quitté mon pays avec 3 sous en poche. Et quand j'y suis retourné à l'âge de 23 ans, j'étais un homme du monde à la tête de 4000 livres. Il décide alors de devenir explorateur et archéologue. Subventionné par de riches relations féminines et divers journaux, Mitchell Hedges va consacrer sa vie à l'exploration de l'Amérique centrale et de la côte des Caraïbes. Il s'entourait toujours de femmes nanties qui voyageaient avec lui et qui le plus souvent le finançaient. Je suppose qu'on pourrait le qualifier d'homme entretenu. Mitchell Hedges estime qu'une vie vécue sans piment et sans aventure n'est pas une vie. Il était du genre à rouler les mécaniques. Il aime se battre avec des poissons de mer géants. Chaque fois qu'il attrapait un poisson, c'était le plus grand poisson jamais pêché dans la région. J'ai pris des requins de 300, 400, 500 kilos. Puis, à 15 heures, je suis tombé sur un poisson qui m'a résisté comme jamais. Un poisson-scie géant, 9 mètres de long, plus de 5 mètres de circonférence, faisant plus de 2 tonnes. Il déclare avoir découvert une nouvelle population au Panama. Je m'étais fixé la tâche de découvrir l'Amérique centrale. Des milliers de kilomètres carrés inhabités, couverts de vastes étendues sauvages de jungles, de marais et de montagnes où l'homme n'avait jamais foulé le sol. Il affirme avoir mis au jour 21 sites en Amérique centrale et raconte des histoires à dormir debout. Chaque petite parcelle de jungle regorgeait de serpents venimeux et de plantes vénéneuses. Il ira même jusqu'à dire qu'il a déterré des artefacts vieux de 25 000 ans, provenant de la civilisation perdue de l'Atlantide. Quand on appelle son livre « Le danger, mon allié », ça donne une idée du personnage. Sous ses airs de baroudeur macho, Mitchell Hedges aspire à être un archéologue reconnu. Mitchell Hedges a sans aucun doute collecté un grand nombre de matériaux archéologiques qu'il a parfois décrits dans ses livres. J'ai enrichi les collections des musées d'Angleterre et des États-Unis de milliers de spécimens ethnologiques, archéologiques et ichtyologiques.
Je n'ai jamais accepté la moindre somme de la part d'un musée ou d'une institution, que ce soit pour financer mes expéditions ou en retour de mes services. Au cours des années 20, Mitchell Hedges explore le Belize en Amérique centrale. C'est là qu'il va bientôt lier son nom au fameux crâne de cristal. Il est accompagné de sa fille adoptive de 16 ans, Anna. La jeune fille est orpheline depuis l'âge de 10 ans. Sa mère est morte en couche chez son père pendant la Première Guerre mondiale. Mitchell Hedges a pris la jeune orpheline franco-canadienne sous son aile en 1917 et elle est devenue sa fidèle compagne de voyage. La recherche des crânes de cristal ne fait pas encore partie des projets de Mitchell Hedges. S'il est ici au cœur de la jungle du Belize, c'est avec la ferme intention de trouver l'une des cités perdues de la civilisation maya. Si nous la trouvons, nous pourrons considérablement augmenter nos connaissances de la civilisation maya. Les premières traces des Mayas remontent à 1500 ans avant Jésus-Christ, mais pourraient remonter à 2500 ans avant Jésus-Christ. La civilisation maya a été l'une des plus avancées de son époque, avant de s'éteindre il y a plus de 1000 ans. Son empire s'étendait du sud du Mexique jusqu'à la côte caraïbe du Belize. Les Mayas ont développé une écriture, ainsi que des systèmes mathématiques complexes. Leurs astronomes ont cartographié le ciel et mesuré le temps avec des calendriers aussi précis que les nôtres. On peut admirer leur raffinement artistique à travers des sculptures, des peintures, des fresques, des poteries, des tissus et des bijoux. Ils ont bâti des cités monumentales, des temples, des places, des aqueducs, des routes et des pyramides. C'est fascinant de voir à quel point les sites archéologiques mayas dégagent une sorte d'aura très romantique, avec la luminosité de ces temples blancs dans la jungle. Mitchell Hedges espère justement découvrir l'un de ces temples blancs. J'avais à maintes reprises entendu les indigènes parler de grands monticules de pierre enfouis dans la jungle et j'avais une vague idée de l'endroit. Anna va à son tour consigner le récit de leurs aventures avec un grand sens du détail. Et aujourd'hui, nous nous référons à ses carnets de voyage. Arrivés au Belize, nous sommes partis dans la jungle où notre progression fut très pénible. Mon père a trébuché sur une pierre et s'est écrié « Nous devons être tout près d'une cité perdue ». Anna raconte ensuite comment son père demande aux hommes qu'il a engagés, des Indiens descendants directs des Mayas, d'abattre les arbres et de dégager un passage. Ils finissent par faire une découverte spectaculaire. Dans le soleil couchant, les ruines imposantes que nous venions de découvrir se révélèrent à nous dans toute leur magnificence. Le ciel s'empourpra et tout baigna alors dans une lumière rouge. La jungle, les cours désertes, les terrasses et les pyramides de cette grande cité que nous appelâmes Lubantun, un terme maya signifiant « la cité des pierres tombées ».
Lubantun est un site maya absolument fascinant. Les ruines se dressent sur un promontoire rocheux situé entre deux ravines à 30 km environ des côtes du Belize. On y trouve une succession de cours, de temples et de palais. La ville a été fondée aux alentours de l'an 700 et on sait qu'elle a été abandonnée vers l'an 850. C'est ici, dans ces ruines mayas, qu'Anna déclare avoir fait une étonnante découverte. J'avais 16 ans quand je l'ai trouvé. C'était un jour de l'an, le 1er janvier 1924. Deux Indiens mayas m'ont dit « Si tu vas au sommet de cet édifice, tu auras une vue magnifique. » Je me suis donc hissée jusqu'en haut. C'était très dangereux. Quelque chose m'éblouissait. J'ai déplacé une ou deux pierres avec précaution. Soudain, le soleil pénétra le sol. Loin en dessous, à travers une fissure, je vis quelque chose qui me renvoyait la lumière. Mon cœur se mit à battre. Anna semble avoir découvert une chambre dans les profondeurs de la pyramide, désormais recouverte de lianes et d'arbres. Quel secret peut-elle bien contenir, se dit-elle. Anna raconte comment son père et ses hommes enlevèrent alors toutes les pierres et comment 3 semaines plus tard, pour ses 17 ans, elle reçut la permission d'aller explorer la chambre de la pyramide. J'avais une lampe et on m'a descendu à l'aide de 2 cordes enroulées autour de la taille. J'étais terrorisée à l'idée des serpents et des scorpions qui devaient être là. Soudain, dans l'obscurité, ma lampe a éclairé quelque chose. C'était un crâne. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau. Je l'ai pris, je l'ai emballé dans ma chemise pour le protéger et j'ai crié aux hommes de me remonter le plus vite possible. Elle décrit ensuite sa découverte. Il a la taille et la forme d'un crâne humain. Il est presque entièrement transparent. Il semble être en cristal et en parfait état de conservation. Toujours selon Anna, son père prend alors le crâne dans ses mains et le lève dans la lumière pour que les descendants des Mayas puissent le voir. Il y eut un moment de stupéfaction silencieuse, puis tous les Mayas exultèrent, embrassant le sol, tombant dans les bras les uns des autres. Ce crâne est-il un authentique trésor maya? Et qui l'a placé dans la chambre de la pyramide? Selon les écrits d'Anna, c'est un vieil indien maya d'un village voisin qui va venir leur rendre visite 2 jours plus tard, qui va leur apporter les réponses. Il nous a dit que le crâne était très ancien.
qu'il avait été fait d'après la tête d'un grand prêtre des milliers d'années plus tôt. Ce prêtre était vénéré et ils avaient voulu ainsi préserver son savoir et sa sagesse. Selon la légende, le grand prêtre maya l'utilisait au cours de ses rites ésotériques. On raconte que lorsqu'il invoquait la mort par l'intermédiaire du crâne, la mort suivait inexorablement. Mon père l'appelait le crâne du destin funeste. Le père d'Anna estime que ce crâne de cristal est tellement sacré qu'il se sent obligé de le donner aux Mayas, au grand désespoir de sa fille. J'étais très en colère. J'avais risqué ma vie pour descendre le chercher. Quand les fouilles de Lubantum prennent fin, Anna raconte que les prêtres mayas offrirent le crâne de cristal à Mitchell Hedges, en remerciement du travail qu'il avait accompli pour leur peuple. « 1927. La famille est de retour en Angleterre avec le crâne. Curieusement, Mitchell Hedges va garder son existence secrète pendant 27 ans, jusqu'au jour où il rédigera son autobiographie, « Le danger, mon allié ». Comment est-il arrivé en ma possession? J'ai mes raisons pour ne pas le dire. Le crâne du destin est en cristal de roche. Et selon les scientifiques, il a sans doute fallu plus de 150 ans. Une succession de plusieurs générations consacrant chaque jour de leur vie à frotter de sable un immense bloc de cristal de roche pour qu'émerge enfin le crâne dans toute sa perfection. On dit qu'il est l'incarnation du mal. Certaines personnes sceptiques à son sujet sont mortes. D'autres ont eu des attaques et sont tombées gravement malades. Je préfère ne pas chercher à expliquer ce phénomène. Cinq ans plus tard, en 1959, Frederick Mitchell Hedges meurt d'une crise cardiaque. Le Times publie une rubrique nécrologique sans faire la moindre allusion au crâne du destin dont Anna va hériter. Le crâne de cristal va enfin sortir de l'ombre. Anna contacte un homme avec qui son père était en affaires, un marchand d'art et restaurateur de San Francisco, Frank Dorland, pour promouvoir le crâne dans tout le pays. Elle envisage de le vendre pour 50 000 $, l'équivalent de 300 000 € actuels. En novembre 1963, Dorland lui écrit « Le crâne du destin est plus vraisemblablement le crâne de la connaissance, comme je l'ai souvent fait remarquer. Je serais ravi de m'occuper de ce trésor artistique pour vous. Nous pouvons lancer une campagne de promotion et obtenir votre prix. » Anna cherche alors à prouver l'authenticité du crâne, afin de pouvoir en tirer le meilleur prix. Elle s'envole avec pour New York et laisse le soin à Dorland de faire des recherches plus avancées. Je suis partie en emportant avec moi le crâne du destin. La seule chose que mon père ait jamais gardée de ses expéditions. J'espère qu'un jour il trouvera un lieu où il pourra être admiré de tous. Dorland va passer les 6 années qui suivent à explorer les mystérieuses propriétés du crâne de cristal. Il travaille avec plusieurs médiums et autorise certaines personnes à venir expérimenter les pouvoirs qu'il prête au crâne. Très vite, d'étranges phénomènes se sont manifestés quand le crâne était sorti du coffre. Lorsqu'on était très silencieux, on pouvait entendre de la musique et des voix très douces.
Parfois, il se dégageait une odeur, une subtile fragrance d'humidité aigre-douce qui me rappelait les pommiers en fleurs et le vinaigre mélangé à l'odeur d'un torrent de montagne. En approchant la main du crâne, on pouvait sentir un picotement, comme un courant électrique, et à certains moments, on vit clairement des formes et des ombres se mouvoir à l'intérieur. Voilà qu'un objet inanimé posé sur notre table de recherche chantait pour nous. Que se passe-t-il réellement? En 1970, Dorland suggère à Anna de faire examiner le crâne au laboratoire de Hewlett-Packard à Santa Clara, en Californie. Charles Adams fait partie de l'équipe qui l'examine. C'était une pièce tout à fait étonnante, très bien ouvragée. On a tous été forcément fascinés en tant que cristallographes. On demande aux chercheurs de Hewlett-Packard de faire une étude pour certifier qu'il s'agit bien d'un authentique artefact maya vieux de 1000 ans. On a pu déterminer qu'il s'agissait d'un seul bloc de quartz, d'une très grande pureté. On a analysé au microscope des portions de surface, mais on n'a pas réussi à trouver la moindre trace indiquant l'usage de machines modernes. Si on ne peut déceler aucune trace d'un outillage moderne, c'est donc que le crâne est ancien. Il a sans doute été fait à la main sur une très longue période de temps, peut-être plus longue que la vie d'un seul homme. Il fallait prendre les pierres, les frotter les unes sur les autres, utiliser du sable et de l'eau pour les polir. C'est très certainement ainsi que cet objet a été fabriqué. Il fallait sans doute des générations pour tailler ce genre de choses. Tout semble corroborer les dires de Mitchell Hedges dans son autobiographie. Il a sans doute fallu plus de 150 ans. Une succession de plusieurs générations consacrant chaque jour de leur vie à frotter de sable un immense bloc de cristal de roche pour qu'émerge enfin le crâne dans toute sa perfection. Certains chercheurs vont jusqu'à avancer des hypothèses encore plus extraordinaires. Le crâne de cristal est d'une telle perfection qu'il ne peut provenir d'aucun processus de fabrication humain. Ce qui amène l'un des membres de l'équipe à faire cette réflexion. Ce crâne ne devrait même pas exister. Anna donne ensuite aux scientifiques une tâche encore plus ardue. Prouver que les pouvoirs ésotériques de son crâne sont bien réels. Les gens qui l'ont apporté ont voulu qu'on vérifie les propriétés mystiques de cet objet. Et la science ne peut en aucun cas vérifier l'authenticité d'une apparition mystique. On s'est donc bien gardé d'avancer une opinion dans ce domaine. Dorland écrit alors une lettre à Anna. Il éloigne le mauvais œil et transmet une protection céleste. Grâce à son cristal de roche extrêmement poli, il met en échec tous les démons et la sorcellerie. Pour Anna, toutes les preuves sont enfin réunies. Son crâne a de réels pouvoirs et il s'agit bien d'un authentique artefact maya. Maintenant âgée de 63 ans, elle est fermement décidée à tirer profit de ce potentiel. Elle ne peut pas trouver meilleur moment. Nous sommes fin des années 60, début des années 70, en pleine émergence de la nouvelle contre-culture sociale et du regain de spiritualité qui l'accompagne. Le cristal de roche est alors très recherché pour ses soi-disant pouvoirs de guérison, pour la méditation et les énergies qu'il est censé procurer. Les crânes de cristal sont devenus une mode. Les gens sont toujours attirés par ce qui leur paraît inexplicable. Ce n'est pas tant le fait qu'une chose appartienne au passé ou vienne éventuellement du futur. C'est surtout le fait qu'on ne puisse pas lui trouver d'explication qui les fascine. Les gens adorent le mystère.
Ce ne sont pas de simples crânes. Ils sont transparents, très très solides. Ils n'ont pratiquement pas d'imperfections. Quand vous les prenez en main, que vous les regardez, ils sont très impressionnants. Quand vous avez d'un côté toute l'imagerie symbolique liée à un crâne et de l'autre un matériau rare et exotique, un cristal de roche très pur, vous avez quelque chose qui fascine les gens, surtout à l'heure des cultes New Age. Pendant 30 ans, Anna va exploiter au maximum le mysticisme lié au crâne et se faire un certain renom. Elle a fait le tour des États-Unis avec le crâne. À chacune de ces étapes, elle raconte sa découverte du crâne à Lubantum et décrit ses étonnantes propriétés. Les prêtres mayas m'ont dit que le crâne était important pour l'humanité. Ils nous ont donné le crâne dans un but précis. Je ne suis pas sûre de savoir quel est exactement ce but, mais je sais que c'est très, très important. J'ai vécu 7 ans parmi le peuple maya lorsque j'étais jeune. J'ai mangé et j'ai dormi comme eux, à même la terre. Et quand vous avez vécu avec un peuple si proche de la nature, vous devez les croire. Elle était précédée par tout un battage publicitaire émanant de la presse et des chaînes de télévision locales qui annonçaient la venue en ville du crâne du destin. Moquez-vous, dit la légende maya, et vous mourrez. La propriétaire n'est autre que l'exploratrice et collectionneuse Anna Mitchell Hedges. Vous y croyez? Oui, j'y crois, sans aucun doute. Car nous avons connu plusieurs accidents depuis que nous l'avons. Quel genre d'accident? Un caméraman est venu le filmer et s'en est moqué. Quand il a développé son film, la chambre noire a explosé. Et je crois que cet homme court encore. Elle prenait une chambre d'hôtel. Le crâne était posé sur un socle recouvert de velours noir, avec un projecteur braqué sur lui. Et elle faisait payer $5 le droit de venir le regarder. Elle autorisait les gens à le toucher. Parfois même, ils pouvaient le soulever et le faire tourner pour l'observer. Il n'émane jamais rien de bon du crâne du destin? Pas si vous en riez. Mais avec moi, il a toujours été très bon. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, je l'aime parce que je l'ai trouvé quand j'étais avec mon père. C'est le premier petit trésor que j'ai trouvé par moi-même. Des personnes commencent à faire le lien entre le crâne de cristal et une histoire encore plus étrange. Selon une certaine légende d'Amérique centrale, il existerait en tout et pour tout 13 crânes de cristal grandeur nature de par le monde. Ces 13 crânes sont censés contenir des informations cruciales sur les origines et la destinée de l'humanité. La légende raconte aussi qu'une fois tous réunis, ils donneront la clé de quelques-uns des grands mystères de la vie. Certains de ces anciens crânes de cristal ont déjà fait leur apparition. En 1878, un crâne de cristal aztèque fait l'objet d'une donation au Musée de l'Homme de Paris. En 1898, un autre crâne de cristal aztèque est exposé au British Museum de Londres. On a bien sûr ensuite le crâne trouvé au Belize par Anna Mitchell Hedges en 1924. Ces 3 artefacts pourraient-ils faire partie des 13 crânes censés sauver notre planète? Et si oui, où sont les 10 autres? En 1992, un étrange événement va venir bouleverser le regard que le monde entier porte sur Anna Mitchell Hedges et les légendes des crânes de cristal. Un crâne énorme, de près de 15 kilos, vient d'être déposé sur le seuil du Museum of American History de Washington. L'artefact est accompagné d'un mot anonyme. Ce crâne, en quartz aztèque, est censé avoir fait partie de la collection de l'ancien président du Mexique et a été acheté au Mexique en 1969. Je l'offre à l'Institut Smithsonian sans contrepartie.
Un des conservateurs m'a appelé et m'a demandé si j'avais déjà entendu parler de crâne de cristal. Je savais que le British Museum avait un crâne. Alors j'ai dit oui, un peu. Et il m'a dit, quelqu'un vient de nous en apporter un. Et je ne sais pas quoi en faire. J'ai dit, eh bien, je le prends. Il m'a fait, attention, ne le regardez pas dans les yeux, il porte malheur. Et c'est ainsi que j'ai eu mon premier contact avec les crânes de cristal. Jane Walsh découvre qu'on retrouve fréquemment le crâne humain et sa représentation dans l'art et l'iconographie aztèque, souvent l'œuvre de graveurs aztèques et mayas. Mais il est très peu fait allusion à l'utilisation du cristal comme matériau. Elle remarque également que les premiers crânes de cristal n'apparaissent dans les collections publiques et privées qu'au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, toujours associés à la même et unique personne. Pour le crâne qui se trouvait à Paris, j'ai découvert que le musée l'avait acquis auprès d'un antiquaire français du 19e siècle. Il s'appelait Eugène Boban. Boban est un marchand d'antiquités passionné par les artefacts de l'Ancien Mexique. Il exhibe pour la première fois un crâne de cristal aztèque dans sa boutique parisienne au cours des années 1870. Il prospectait et faisait des fouilles sur des sites archéologiques et ensuite il vendait ses découvertes. En 1878, le crâne aztèque de Boban se retrouvera dans une vitrine du Musée de l'Homme à Paris. Jane Walsh découvre ensuite qu'un autre crâne de cristal aztèque a lui aussi fait son apparition dans la boutique de Boban. Il décrit ce dernier comme un véritable chef-d'œuvre de la sculpture et affirme qu'il est unique au monde. En 1896, il est vendu à Tiffany's, la célèbre bijouterie de luxe de New York, au prix de 900 $, soit 80 000 € actuels. Le New York Times relate la vente du crâne comme étant la plus haute enchère jamais atteinte dans tout le pays. 10 ans plus tard, en 1897, le crâne fait partie de la collection permanente du British Museum. Deux crânes de cristal aztèque, l'un à Paris, l'autre à Londres, mais la source est la même, Eugène Boban. « 1996. Intrigué par les découvertes de Jane Walsh, le British Museum décide de collaborer aux recherches de l'Institut Smithsonian sur l'origine des deux crânes. Tout est parti d'un appel que nous avons reçu de Jane Walsh de l'Institut Smithsonian. On leur avait déposé devant la porte un grand crâne de quartz. Et elle cherchait à savoir d'où il venait et s'il avait un rapport avec le crâne du British Museum. Le British Museum soumet alors son crâne de cristal à une batterie de tests, comme l'ont fait auparavant les chercheurs de Hewlett-Packard sur le crâne d'Anna Mitchell Hedges. En tout premier lieu, ils essaient de dater le crâne aztèque. On ne peut pas faire de datation du cristal au carbone 14. Il ne contient pas de carbone, c'est donc impossible. Il faut faire appel à d'autres méthodes pour le dater. Précisément, on étudie le procédé de fabrication. On fait ce qu'on pourrait appeler une datation de la technologie. On a donc commencé par étudier la façon dont le cristal de roche avait été taillé. Ils commencent par rechercher les traces d'outils à l'aide d'une technologie très élaborée. On doit utiliser des techniques de microscopie très détaillées pour comprendre comment ces objets ont été travaillés. Les tests révèlent des traces à peine visibles de lignes droites à la surface des deux crânes. La technologie de l'âge de pierre permettait-elle de créer ce genre de lignes droites ? Les scientifiques cherchent alors des traces d'outils à la surface de divers objets aztèques en cristal de roche, provenant de fouilles au Mexique. En particulier ce gobelet, le plus grand artefact de cristal de roche trouvé sur un site précolombien.
Les Aztèques de l'Antiquité devaient utiliser des outils manuels, des pierres pointues, du bois mélangé à du sable pour travailler leurs matériaux. Les tests montrent que ces outils ont laissé des lignes irrégulières à la surface. Ils comparent ensuite ces lignes irrégulières avec les lignes droites trouvées sur les crânes du British Museum et de l'Institut Smithsonian. Il est clair qu'ils se trouvent face à deux technologies très différentes. Avec leurs outils manuels, les Aztèques de l'Antiquité n'auraient jamais pu réaliser des lignes aussi droites et aussi régulières que celles des deux crânes de cristal. Seul l'usage d'une meule de polissage permet de faire des lignes aussi parfaites. Et ces meules n'ont été introduites au Mexique qu'après la conquête espagnole en 1521. Les deux crânes sont ensuite passés sous le balayage d'un microscope électronique. Les scientifiques n'en croient pas leurs yeux. Les deux crânes présentent deux bandes très nettes en arc de cercle sur leur surface. Un seul outil peut en être à l'origine. Un outil muni d'une pointe de diamant industriel. Les pointes de diamant industriel n'ont été utilisées qu'à partir du 19e siècle. Les crânes n'ont donc pas pu être fabriqués avant. Il n'y a plus aucun doute possible. Le crâne de Londres, censé être d'origine aztèque et en exposition au British Museum depuis plus de 100 ans, est un faux. Le crâne aztèque de l'Institut Smithsonian, trouvé à la porte du musée de Washington en 1992, est un faux. Et le crâne de cristal de Paris, labellisé aztèque depuis 1878, est également un faux. Le crâne du British Museum a sans doute été réalisé peu de temps avant sa première apparition dans la boutique de Vauban en 1881. Les recherches conduites par le Louvre sur le crâne de Paris semblent indiquer qu'il aurait été fabriqué aux alentours des années 1850. Quant au crâne du Smithsonian, il semble avoir été poli à l'aide d'une technologie qu'on ne trouve qu'après la Deuxième Guerre mondiale. On a donc toutes les raisons de penser qu'il a été fait dans les années 1950. Les trois crânes sont des faux, à Londres, à Paris, comme à Washington. Il ne reste que le crâne d'Anna Mitchell Hedges, trouvé au Belize en 1924. Le professeur Jane Walsh décide de poursuivre ses investigations. Elle tombe sur deux documents faisant référence à un autre crâne de cristal. Le premier est un article publié dans la revue Man en 1936. Il y est question d'un certain marchand d'art londonien, Sidney Burney, ayant acheté un crâne de cristal en 1933. Le second est une annonce de vente aux enchères du crâne de Burney chez Sotheby's à Londres en 1943. L'acquéreur n'est autre qu'un certain monsieur Frédéric Albert Mitchell Hedges pour la somme de 400 livres, soit 24 000 € actuels. Cette vente a eu lieu près de 20 ans après la soi-disant découverte d'Anna Mitchell Hedges dans les ruines de Lubantun. Anna monte immédiatement au créneau et prétend que l'explication est très simple. Elle a bien trouvé le crâne en 1924, mais en 1943, son père traversait une mauvaise passe. Père voulait retourner à Lubantun, mais était à court d'argent. Monsieur Burney lui a fait un prêt et mon père lui a laissé le crâne en guise de garantie jusqu'à ce qu'il le rembourse. Quand il a entendu par la suite qu'il l'avait mis aux enchères, mon père est devenu blême. Il a remboursé Burney avec les intérêts et a réclamé le crâne. Mais lorsqu'on demande à Anna si elle possède des documents prouvant que son père était bien en possession du crâne avant l'acquisition de Burney, elle répond que tous les papiers ont été emportés par un cyclone.
Anna Mitchell Aegis meurt en 2007, à l'âge de 100 ans. Jusqu'au bout, elle affirmera avoir découvert le crâne de cristal Maya en 1924 dans la chambre mortuaire d'une pyramide au Belize. Ce n'est qu'en 2008, après la mort d'Anna, que le professeur John Walsh pourra enfin examiner le crâne des Mitchell Aegis à l'Institut Smithsonian. La première fois que j'ai vu le crâne Mitchell Aegis, j'étais à mon bureau. Quelqu'un l'a sorti d'une caisse tapissée de velours. J'ai été décontenancée par la clarté du cristal, sa luminosité, son aspect poli. C'était vraiment comme un bijou. La technologie a fait un bond en avant depuis les derniers tests pratiqués sur le crâne Mitchell Aegis en 1970 par Hewlett-Packard. On a décidé d'utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour l'examiner. On l'a donc scanné, passé au rayon X. On en a fait des moules en silicone. Après une dernière batterie de tests avec un microscope électronique de dernière génération, Jane Walsh arrive enfin à la vérité. Ce qu'on voit ici à l'écran, c'est un moulage que j'ai fait à partir d'une gravure précolombienne en jade, vieille de 3000 ans. On voit bien qu'ils ont dû utiliser une pierre aiguisée avec un seul mouvement d'avant en arrière. La technique de polissage utilisée est également très douce, avec beaucoup de petites indentations sur les zones de la pierre qui n'ont pas été polies. En comparaison, voici une partie des dents du crâne Mitchell Aegis. Vous pouvez voir que des roues minuscules ont été utilisées pour créer ces indentations sur la surface de mastication des dents. En dernière analyse, quand on a vu ces images, on a eu la certitude absolue que le crâne Mitchell Aegis était l'œuvre d'un graveur de pierre contemporain. Il utilisait des outils diamantés, des tout petits forets, des molettes de découpe qui ne peuvent pas et n'ont pas existé à l'époque précolombienne. Il ne peut y avoir aucun doute possible. Le crâne Mitchell Aegis est un faux. Sa découverte à Lubantoon par Anna le jour de son 17e anniversaire en 1924 est tout simplement une pure invention. Et soudain, le mystère s'éclaircit. Si Frédéric Mitchell Aegis n'a jamais mentionné le crâne de cristal à son retour du Belize en Angleterre dans les années 20, c'est tout simplement parce qu'il ne l'avait pas. Par contre, il a bien acheté le crâne mis en vente par Sidney Burney en 1943. Il en a même parlé à son frère la même année dans une lettre. Tu as peut-être lu dans la presse que j'ai fait l'acquisition d'un étonnant crâne de cristal qui appartenait à la collection Sidney Burney. Il n'en existe qu'un autre comme celui-ci. Il est au British Museum et est connu pour ne pas avoir la même pureté que le mien. Cette révélation explique pourquoi Mitchell Aegis n'a jamais fait la moindre allusion à la soi-disant découverte de sa fille dans son autobiographie « Le danger, mon allié », rédigée en 1954. En fait, elle n'était même pas à ses côtés cette année-là. Selon sa propre autobiographie, Anna dit avoir rejoint son père au Belize en 1926. 2 ans après sa soi-disant découverte du crâne. Il s'avère aujourd'hui qu'avant une visite dans les années 80, il n'existe aucune trace d'un quelconque voyage d'Anna au Belize. Sa description des lieux était très imagée. On pouvait croire qu'elle y avait séjourné alors qu'il n'existe aucune preuve de sa présence là-bas. Alors pourquoi Anna a-t-elle inventé une histoire aussi rocambolesque? La réponse est peut-être très prosaïque. À la mort de son père, elle s'est retrouvée sans ressources
Il lui fallait trouver un moyen de vivre et elle n'avait qu'un seul atout en main. Son père était un fabuleux conteur. Il écrivait pour les journaux des récits de bataille avec des poissons gigantesques. Et je pense qu'à force de le côtoyer, Anna a hérité de cette capacité d'affabulation. Il s'avère qu'elle a bel et bien inventé, que ce soit avec l'aide de son père ou pas, toute cette histoire de crâne de cristal, de découverte au fond d'une pyramide maya de Lubantun, dans le seul et unique but de se faire de l'argent. Dans l'obscurité, ma lampe a éclairé quelque chose. C'était un crâne. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau. Anna Mitchell Hedges fut d'abord une simple menteuse, puis une menteuse accomplie, pour finir mythomane. Je l'ai trouvée quand j'étais avec mon père. C'est le premier petit trésor que j'ai trouvé par moi-même. Elle a tellement souvent raconté cette histoire qu'elle a fini elle-même par y croire. Anna aura réussi à raconter cette histoire pendant plus de 40 ans. Et la plupart des gens qui sont venus l'entendre parler du crâne ou qui ont eu la chance de le voir pendant sa tournée ont tous cru qu'il s'agissait d'un objet authentique. Cela ne me surprend pas beaucoup qu'elle ait pu s'en sortir aussi longtemps. Les gens ont toujours eu un tel besoin de croire au mystère irrationnel pour surmonter la réalité prosaïque. Les gens adorent le mystère. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent 100 fois des choses comme les crânes de cristal aux trouvailles archéologiques ordinaires. Ils se disent que ces objets sont si mystérieux qu'on ne peut pas en parler. Et c'est ce schéma qu'on retrouve avec le crâne de cristal. Après toutes ces révélations, que penser de la légende des 13 crânes de cristal qui doivent nous aider un jour à résoudre les grands mystères de l'humanité? Les crânes les plus célèbres se sont avérés faux, sans doute fabriqués en Europe. Reste encore à prouver qu'il existe bien une telle légende en Amérique centrale. Nous n'avons aucune preuve de l'existence de crânes de cristal dans les civilisations antiques d'Amérique. En fait, les Mayas ne connaissaient même pas le cristal de roche. Ce n'est pas un matériau que l'on trouve à l'état naturel sur leur territoire. Les archéologues ont ignoré ces histoires tout simplement parce qu'elles n'avaient aucune pertinence. Même si cette légende est une pure invention des temps modernes, il y aura toujours des gens pour croire qu'il existe bien 13 crânes de cristal disséminés de par le monde et qu'un jour, ils ne feront plus qu'un pour sauver notre planète.